Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Arnaud Naudan, président du directoire de BDO France. Bonjour. Bonjour. 5e réseau donc d'audit et de consulting dans le monde derrière, et pas loin des Big Four, les EY, les Deloitte, les KPMG, il m'en manque un, il manque PwC. C'est ça. Ça. Donc BDO, grand réseau d'audit et de conseil, effectivement dans 160 pays, pas loin de 110 000 collaborateurs. Ouais. Si vous êtes moins connu en France, c'est parce que vous cultivez la discrétion ou c'est parce que vous y travaillez aussi à être plus visible? On y travaille effectivement beaucoup. Alors une histoire particulière, c'est qu'on a une histoire qui est beaucoup plus jeune vu qu'on a démarré en 2007. Ouais. Donc en l'espace de moins de 20 ans, on est quand même passé de 0 à demain pas loin de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2200 collaborateurs en France. Et dans le monde? Dans le monde, une croissance à plus de 2 chiffres, quasiment 20% de croissance depuis quelques années, et donc je disais 110 000 collaborateurs, 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc un réseau et un groupe en France qui se développe énormément. Alors la France, parlons-en, Michel Barnier nous a donc dit qu'il souhaitait mettre à contribution seulement les grands groupes. Il se dit que 300 entreprises seraient concernées, on n'a pas encore les chiffres. Est-ce qu'on peut se satisfaire, notamment je pense quand on est BDO Conseil, de se dire que finalement, et même pour la France, que les PME, les ETI, a priori, soient épargnés de cette surtaxe temporaire pour aider à combler un peu les déficits publics? Alors ça reste à confirmer, oui. Effectivement, mais effectivement si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Et là je m'adresse en tant que moi-même patron d'une ETI, donc aussi sensible à ce sujet-là, mais surtout conseiller ou commissaire aux comptes de plus de 30 000 entreprises. Et effectivement le sujet de la pression fiscale pour les entreprises était un véritable enjeu. On pourrait même en attendre plus. Le précédent gouvernement s'était aussi engagé sur des baisses d'impôts pour ces entreprises, les impôts de production. Ouais, qui devaient encore baisser, alors là je parle de mémoire, je crois qu'il restait 4 milliards d'euros. En effet, sur 4 ans par tranche d'un milliard, voilà, ça a été étalé, donc effectivement ça on l'oublie, et c'est un vrai sujet notamment pour les ETI. Hein. Moi je suis membre du METI. Il faut rappeler les impôts de production, on l'a déjà dit, mais on va le rappeler, ce sont des impôts payés par les entreprises, qu'elles fassent des bénéfices ou pas. C'est ça. Et quand on se compare par rapport aux autres pays européens, parce que c'est bien, on est en France, mais il faut se comparer par rapport à nos compétiteurs, alors pas les mieux disants, mais en moyenne, je crois par rapport, je parle sur le contrôle aux autres pays européens, on a plusieurs dizaines de milliards d'euros d'impôts de production en plus. Quand on est dans une compétition mondiale, c'est compliqué. Hein. Exactement, c'est tout le problème des impôts de production. C'est un vrai sujet de compétitivité pour les entreprises. Qui ont été pour partie supprimés quand même par l'ancien gouvernement. Il y avait encore des engagements à faire. Donc c'est pour ça que par rapport aux annonces, on est très vigilant et on attend beaucoup de choses. Mais il faut absolument, je pense que le grand enjeu, c'est il y a effectivement un besoin de rétablir les finances publiques, c'est un fait, et il y a urgence à le faire. Par contre, il ne faut pas se laisser aller à des augmentations d'impôts et voire continuer la trajectoire de baisse pour préserver la compétitivité des entreprises qui créent de l'emploi. L'attractivité de la France, vous la voyez, elle a vraiment changé jusqu'à présent au travers de tout ce qui a été fait, de cette politique pro-entreprise menée depuis 2017, vraiment? Oui. Et là, je pense qu'il y a énormément d'études et de données qui le prouvent. Mais vous, en tant que président de BDO France, est-ce que c'est aussi quelque chose sur le terrain que vous avez vu? Oui. Bon, au-delà des études, au-delà des chiffres macro dont certains peuvent toujours douter. Hein. Tous les programmes qui ont été faits de Choose France, Business France, ont vraiment apporté des investissements étrangers qui sont très importants en France. On est le premier pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Donc non, la politique pro-entreprise qui a été faite était plutôt une bonne chose de notre point de vue. Sur le taux d'IS, qui pourrait passer de 25 à 33% pour les grands groupes réalisant, alors je n'ai pas compris si c'était chiffre d'affaires ou bénéfice, qui n'est pas la même chose, supérieur à 1 milliard d'euros. Imaginons que ça soit de manière temporaire, un cas comme l'autre. Est-ce que c'est vraiment pénalisant pour ces grands groupes de se dire que sur un an, ils vont avoir une surtaxe? Là aussi, si c'est confirmé que c'est temporaire, mais ça reste à confirmer, on verra. Il y a quand même pour ces grands groupes, des enjeux de compétitivité. On n'est pas dans une économie fermée. Donc, par rapport, encore une fois, aux États-Unis, où il y a une fiscalité qui est différente, c'est des questions auxquelles il faut mûrement réfléchir. Je pense qu'il vaudrait mieux tourner le débat sur comment est-ce qu'on réduit la dépense publique. On est aujourd'hui... il y aura 2 tiers, 1 tiers, il a dit le Premier ministre. 2 tiers d'économie sur les dépenses, 1 tiers sur les impôts. Voyons. Ouais. C'est de plus en plus documenté, mais on aura tout. D'ici la semaine prochaine, vous êtes venu trop tôt. Les préoccupations des chefs d'entreprise. Revenir la semaine prochaine. Toutes les semaines. Arnaud Naudan, toutes les préoccupations en cette rentrée des chefs d'entreprise, de vos clients, quels que soient PME, ETI ou grands groupes, c'est quoi? C'est les préoccupations, et 2, l'activité. Est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'elle est morose? Vous allez me dire, ça dépend des secteurs, évidemment, si c'est l'immobilier ou si c'est la tech. Hein.
C'est très exactement ça. Ça dépend vraiment des secteurs. Non, on a une situation qui est encore compliquée pour les entreprises, et on le voit. On a la chance, nous, d'être un bon observatoire parce qu'on travaille dans tous les secteurs et pour toutes les tailles d'entreprise. On a une situation qui est compliquée. Effectivement, on a parlé beaucoup de la construction. Il y a quand même une situation qui s'améliore dans le sens où les taux d'intérêt baissent. Donc ce secteur qui a quand même beaucoup souffert, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration dans les prochains mois. On a des secteurs qui sont encore très challengés, l'habillement, les biens d'équipement, où là effectivement il y a eu une inflation très forte. L'automobile, on a eu une inflation très forte, des hausses de salaire et puis une capacité à répercuter qui maintenant est limitée. Donc des secteurs qui sont toujours assez challengés. Et on le voit d'ailleurs, je pense qu'on en parlera, mais sur les défaillances d'entreprises, on voit des tensions sur les trésoreries, des procédures collectives et des taux qui augmentent, donc une situation qui reste complexe. Donc il y a une préoccupation aujourd'hui des patrons sur le niveau de leur trésorerie, sur la stabilité fiscale. Ça va très vite là. Sur les secteurs qui vont mal, on l'a compris. Les secteurs qui vont bien, il y a quoi? Il y a la tech. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? L'énergie, la tech? La tech, l'énergie, dans certains secteurs de services. Donc on voit, et d'ailleurs ma chef économiste qui est souvent sur les plateaux le dit régulièrement, on reste sur des perspectives de croissance qui sont pour l'année prochaine au-dessus de 1%, donc une situation économique qui petit à petit s'améliore. C'est 1% avant 60 milliards d'euros de redressement des comptes, qui aura évidemment aussi un impact. Un impact, et ça on ne peut pas le mesurer aujourd'hui. Donc une situation qui s'améliore, néanmoins des secteurs qui sont encore chahutés. Et là principalement c'est les services, où on voit vraiment des tensions. Vous prenez les commerçants, la restauration, c'est là où on voit que les défaillances d'entreprises aujourd'hui sont les plus fortes. Donc difficile de dire voilà l'activité tient ou elle tient pas, ça dépend des secteurs, c'est compliqué. Il faut regarder dans le détail. Ouais. Bon, vous parliez des marges, c'est intéressant parce qu'on sait que l'inflation, Arnaud Naudan, a gonflé, alors, je mets artificiellement entre guillemets, les résultats de beaucoup de boîtes qui ont réussi à passer dans leur prix plus même que les coûts, que leur hausse de coûts. Avec l'inflation qui reflue, on a eu les chiffres en zone euro, en dessous de 2%, 1,8% et de mémoire c'est 1,5% en France sur un an. Est-ce qu'il faut redouter un recul des marges des entreprises? Alors déjà sur le constat de départ... Sachant que pas toutes ont réussi à passer ça dans leur prix non plus. C'est un peu ce que j'allais vous répondre. Hein. Si on regarde, il n'y a pas que les grands groupes non plus. Il y a effectivement, notre clientèle de prédilection, là où on est effectivement le plus présent, c'est les PME, les ETI. Il n'y a pas beaucoup de patrons de PME et d'ETI qui vous diront que grâce à l'inflation, ils ont augmenté leurs marges. Il y a eu effectivement des hausses de prix, ils ont pu répercuter, mais pas dans l'ensemble. Et c'est d'ailleurs le fait qu'on observe aujourd'hui des tensions beaucoup plus fortes sur les trésoreries parce que les marges se sont plutôt tassées. Donc déjà sur ce constat de départ, je pense qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un patron de PME, il vous dira qu'il a des tensions sur ses marges, il a eu une inflation assez forte sur les matières premières, il a dû augmenter ses salaires. Donc nous, on est beaucoup plus sollicités aujourd'hui par des entreprises, par des patrons, par des COMEX, pour les aider et pour mener des réflexions stratégiques sur comment est-ce qu'on se transforme, comment est-ce qu'on évolue pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces défis. J'ai rarement eu le débat de on a augmenté nos résultats grâce à l'inflation. Voilà. Donc c'est un truc de grand groupe ça. C'est pas chez les PME et les ETI en tout cas. Ouais. Dans l'actualité, Arnaud Naudan, il faut qu'on en parle, c'est tombé hier, Accenture et Nvidia qui s'allient pour doper l'adoption de l'IA dans les entreprises avec une nouvelle solution clé en main. Vous dites bien joué ou bien joué? Disons, ça répond effectivement à tous les investissements que mènent les groupes et notamment les consultants et nous les premiers sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un des deux enjeux. Moi, je le dis toujours à nos clients, il y a deux sujets sur lesquels vous devez travailler aujourd'hui, c'est la durabilité et le deuxième, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc effectivement, tout notre secteur investit massivement sur ces sujets. Nous, les PME, les ETI ont les moyens, parce qu'encore une fois, les grands groupes, on le sait, ont les moyens d'investir. C'est le cas aussi pour les autres entreprises? Elles le doivent en tout cas, je pense qu'il faut mener ces réflexions. Nous, l'approche qu'on prend pour nous-mêmes et pour nos clients, c'est déjà simplement de ne pas devenir des Formule 1 de l'intelligence artificielle. Par contre, comprendre l'impact que va avoir l'arrivée de l'intelligence artificielle sur votre secteur, sur vos processus, et petit à petit favoriser l'adoption de ces outils et donc vraiment engager votre transition. Ça, c'est des choses que les PME, ETI peuvent faire et qu'elles font d'ailleurs. On est sollicité de plus en plus par des COMEX qui nous demandent de leur expliquer ces impacts et de commencer à trouver des cas d'application où effectivement soit on peut gagner en productivité, soit on peut voilà, c'est le mot que je voulais entendre.
Il y a de l'investissement, on le comprend bien, les boîtes investissent, même si elles encaissent plus ou moins de moyens, mais derrière, elles attendent des gains de productivité. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à les voir, ces gains de productivité, dans ces entreprises qui intègrent et qui implémentent de l'IA? Ou est-ce que c'est trop tôt, il faut encore attendre? Non, on en voit d'ores et déjà. Je pense que c'est difficile. Alors, on lit tous les chiffres possibles sur ces gains de productivité qui vont de 20, 40, enfin, j'ai pas vu beaucoup d'entreprises. Certains disent qu'il n'y en avait pas aussi. Hein. Il y en a parce qu'effectivement, ça aide à automatiser certaines tâches, ça aide à aller plus vite. Donc forcément, il y a des gains de productivité. Mais encore une fois, nous, notre approche n'est pas de dire l'IA va révolutionner votre entreprise et votre secteur demain. Ça va prendre du temps. Beaucoup plus de temps d'ailleurs qu'on pense. Enfin, ma conviction profonde, c'est que de toute manière, on n'a pas les capacités d'électricité, ne serait-ce que pour généraliser l'IA générative dans le secteur. Donc de toute manière, en termes de capacité... On peut espérer quoi en gain de productivité? On ne sait pas encore. À quel horizon et de combien? Je pense que c'est difficile à mesurer. Par contre, implémenter, notamment dans les ressources humaines, nous on fait beaucoup de choses dans les RH pour... faire de l'analyse de CV, mieux qualifier les CV qu'on reçoit, là il y a des gains de productivité qui sont évidents. Donc, je pense que l'approche avec l'IA, enfin tout du moins celle qu'on a pour nous et pour nos clients, c'est vraiment d'identifier quelques cas sur lesquels ça va venir aider les équipes et donc avoir des gains de productivité. Les missions d'ailleurs, Arnaud Naudan, liées à l'IA générative, on dit que ça pèse de plus en plus d'ailleurs dans les comptes, dans les revenus des cabinets. C'est vraiment une locomotive aujourd'hui pour la profession et pour vous? Je pense que là, c'est très hétérogène en fonction des cabinets. On est quand même tous différents. On n'a pas tous la même clientèle. Évidemment, on travaille sur ces sujets et on est sollicité. Mais je le disais, il y a un enjeu sur lequel, là, très concrètement, on est sollicité et il y a urgence, c'est sur la durabilité. Donc aujourd'hui, nous, le principal levier de croissance, c'est celui-là, c'est la mise en conformité avec la réglementation CSRD. C'est les réflexions stratégiques sur l'impact du changement climatique sur la composition de mes produits, des stress sur les ressources naturelles. À ceux qui disent que tout ça c'est de la com, etc., la durabilité, que c'est... Voilà, non, vous vous dites vraiment beaucoup de boîtes se sont saisies de ces questions-là et investissent et changent leur modèle. Oui, il y a une prise de conscience qui est assez forte et je dirais là, c'est pas du militantisme. Hein. Nous, la manière dont on travaille avec nos clients, c'est de dire est-ce que vous avez analysé la conception de vos produits parce que éventuellement, si vous êtes dépendant d'une ressource naturelle dont on sait qu'il n'y en aura plus demain, comment est-ce que vous mettez en place des programmes de R&D pour trouver des substituts, les modèles économiques qui reposent sur une consommation d'eau extrêmement importante, on sait qu'il y aura des stress hydriques de plus en plus fréquents, donc il faut réfléchir à son business model. Et ça, les entreprises, les PME, les ETI se sont saisies du sujet. Arnaud Naudan, votre actualité, c'est l'annonce hier du rachat d'Advance Capital, expert de la restructuration. Je me suis dit, c'est une façon de vous préparer à cette vague de défaillance qu'on voit déjà maintenant depuis plusieurs mois d'entreprises. On devrait dépasser cette année, je parle sur votre contrôle, les 60 000 faillites en France. Alors, sur les chiffres, effectivement, non. Sur cette opération, donc, on a été très heureux d'annoncer cette semaine, il y a effectivement cela. Advance Capital, avant cela même, est surtout un spécialiste de ce qu'on appelle le deal advisory, donc l'accompagnement à la transaction pour les entreprises sur ce segment même des PME et des ETI. En défaut? Enfin, défaillance. Pas uniquement, il y a effectivement, même avant, et surtout avant, on a effectivement aujourd'hui, grâce à cette acquisition, une équipe restructuring qui sera, je le dis humblement, mais malgré tout, la plus importante de France. Donc il y a un business qui se développe autour du conseil en restructuration et globalement du conseil pour les entreprises en difficulté, mais ce n'est pas uniquement ces activités qui étaient faites par Advance. Advance Capital, c'est un acteur incontournable de l'accompagnement à la transaction, donc les due diligence financières, à l'achat ou à la vente, du restructuring, mais également du conseil en stratégie et en transformation. Et donc c'était très complémentaire des activités de conseil que l'on menait. Mais si cette activité prospère aussi, c'est en lien effectivement avec les difficultés que connaissent de plus en plus de boîtes. C'est pas lié à certains secteurs, je suis toujours un biais sectoriel, est-ce que c'est pas dans le BTP ou dans le textile que les boîtes sont plus en difficulté et dans l'immobilier que dans d'autres secteurs? Oui, on en revient à ce qu'on disait, ce qu'on disait sur les secteurs, mais effectivement, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer chez vos confrères des Échos sur le sujet, cette opération est intéressante dans le timing aussi, parce que ça nous donne une capacité d'accompagner nos clients sur ces difficultés que l'on observe, et effectivement, vous l'avez bien dit, il y a une augmentation des défaillances d'entreprises
d'entreprises, qu'à regarder les chiffres de la Banque de France. Il y a une augmentation des ouvertures de procédures collectives, des mandats ad hoc. Donc oui, aujourd'hui, ça nous donne une capacité assez exceptionnelle sur le marché pour pouvoir accompagner ces entreprises. C'est vrai que, ou pas, que les boîtes qui sont en difficulté sont de plus en plus grosses. Je disais que c'est plus seulement les PME, les ETI, même qu'on avait des plus grosses boîtes qui peuvent être en difficulté oui, c'est le cas. liquidité, en termes de solvabilité, en termes de... Oui, c'est le cas. Alors effectivement, quand on regarde dans le détail maintenant par taille d'entreprise, enfin il y a des très gros dossiers de place qui étaient assez médiatisés. Mais ensuite, par contre, on voit de plus en plus de PME et aussi des ETI qui ont des difficultés. Et ça, difficultés en lien avec, je ne sais pas, leur activité bien sûr, mais en lien aussi avec des trésoreries plus ou moins bien gérées qui sont tendues. On a parlé des PGE, des prêts garantis par l'État qu'il faut un jour ou l'autre rembourser. Comment elles en arrivent là? Il y a cet effet, effectivement. On avait une baisse des défaillances d'entreprises depuis le Covid qui était effectivement liée au fait qu'elles étaient sous pervision des PGE et que celles qui auraient dû tomber pendant cette période, finalement aujourd'hui on rattrape. Donc des entreprises qui doivent rembourser leur PGE. Donc ça c'est un premier cas, ce qui explique pourquoi les chiffres augmentent. Après on a des effets qui sont conjugués, augmentation des salaires, augmentation du prix des matières premières, problématiques sur les chaînes de valeur, baisse de la consommation, qui font que pour certains secteurs, notamment ceux que vous évoquiez, on commence par des marges qui baissent, des tensions sur la trésorerie et donc des difficultés financières. Bon. Il est important d'anticiper. Je pense que le principal conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas attendre le mandat ad hoc et le défaut sur une ligne de crédit. Mais jusqu'au bout, le dirigeant se dit qu'il peut pouvoir retourner la situation, qu'il a besoin de personne. Et que... Oui, et c'est aussi ce qu'on voit. On passe de in boni à la liquidation. Et donc c'est ça surtout qu'il faut éviter, c'est faire en sorte que les dirigeants anticipent. En amont, vraiment, les boîtes sont sauvables, entre guillemets, sans trop de casse. Oui, parce que plus on attend, j'imagine que plus on se rapproche du mur, après, on a de leviers à actionner pour pouvoir se restructurer. Donc c'est là où effectivement notre rapprochement avec Advance Capital est extrêmement créateur de valeur pour nos clients, c'est qu'on apporte une expertise extrêmement pointue pour aider les entreprises à mener des programmes de restructuration et à passer la vague des difficultés. Cette activité, Arnaud Nodan, de restructuration, elle pèsera 20% du chiffre d'affaires de votre branche conseil. C'est beaucoup par rapport à la concurrence, c'est un standard ou c'est... Non, ce sera assez important. Alors là aussi, les concurrents sont tous différents. Donc moi, ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, on a en l'espace de 18 mois, avec notamment l'acquisition il y a 1 an de June Partner, qui était un expert du conseil et qui est aujourd'hui pleinement intégré dans BDO France, et l'arrivée d'Advance Capital, on aura créé en l'espace de un peu moins de 2 ans un pôle conseil qui représente 60 millions, extrêmement performant, avec des expertises très complémentaires, capable d'accompagner n'importe quelle entreprise en France. Vous serez à plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. La boîte a doublé de taille en 4 ans. Ouais. Ça vous situe dans quoi? Sur la 5e marche du podium en France, dans l'audit et le conseil? Pas loin. Je pense surtout, nous, notre ambition, c'est d'être le leader demain sur les PME et les ETI. C'est le plan stratégique qu'on s'est donné il y a 4 ans. Il y avait une première étape qui était de doubler. Et effectivement, on avait fixé la barre des 300 millions à l'horizon 2026. C'est quoi, alors, maintenant? On y sera. On a des leviers de croissance qui sont extrêmement importants. On peut continuer de se développer dans des régions où on n'est pas présent. Donc typiquement dans le nord, dans l'est, dans le sud-ouest, où on cherche à se développer. On peut venir consolider certaines expertises et certains métiers, en développer d'autres. Donc l'ambition est très forte. Moi, je commence à parler du milliard d'euros qui est atteignable à mes associés. Et on se met en ordre de marche pour le faire. Alors là, laissez-nous travailler pour qu'on y mette un horizon. Mais de façon assez réalisable et avec à la fois un mix de croissance organique et de croissance externe. On a fait pas loin de 12 opérations de rapprochement en 3 ans. En continuant sur ce rythme, le groupe BDO France peut vraiment devenir le numéro 1 sur le marché français. Le milliard, c'est ce que font les top 3 les Big Four, ils font 1 milliard d'euros? Oui, autour de ça, oui. Bon, eh ben, on vous le souhaite. Merci de passer nous voir. Arnaud Nodan, donc, avec plaisir, merci président du directoire de BDO France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver en replay dès 14h. Merci. Merci.